Les voix du Chili. Connaissez-vous les raisons pour lesquelles le peuple chilien est descendu dans la rue? Ouais, je crois que c'est dû à l'augmentation des tickets de métro, qui ont fait que les étudiants se sont mis à frauder. Après, sincèrement, je pense que c'est juste une étincelle. Alors oui, c'est parce qu'il y avait des augmentations de prix, notamment avec le prix des transports. Et du coup, il y avait en fait un mécontentement général et du coup, le peuple a manifesté contre tout ça et l'inaction du gouvernement. Pas trop. Pourtant, je suis un peu l'actualité, mais je pense que c'est pas très relayé par les médias. De façon générale, il y a un défaut d'information dans les médias. La seule raison que j'ai lue, c'était l'augmentation du prix du ticket de métro. Depuis mi-octobre dernier, le Chili connaît de très nombreuses révoltes, notamment dans sa capitale, Santiago. C'est l'augmentation de 3,75% du prix du ticket de métro qui a provoqué les premières manifestations dans ce pays. Cependant, le contexte politique et économique est tendu depuis bien longtemps. Nous avons eu la chance d'interviewer M. Ricardo Parvex, expert et professeur chilien, lors d'une conversation téléphonique. Ce dernier se trouvant actuellement au Chili. Vous vivez actuellement au Chili, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la vie de tous les jours dans votre pays, et puis comment vous vivez en fait les événements actuels à Santiago, et puis dans les autres villes du pays? Oui, écoutez, la situation actuelle est assez... il y a des côtés chaotiques, car une partie importante de la population, en particulier les secteurs jeunes et populaires, c'est-à-dire les banlieues, les secteurs de population, de quartiers, je dirais pas marginaux, mais ce qui correspond à la banlieue française. Et ces secteurs-là, des jeunes, désœuvrés, sans espoir, n'obéissent plus à la discipline que le gouvernement essaie d'imposer par la violence policière et institutionnelle. Donc il y a une espèce d'impasse. Tous les vendredis, il y a des manifestations avec barricades, avec des incendies, etc., sur une place importante de Santiago, qui s'appelle d'habitude place d'Italie ou place Baquedano, et que les jeunes et les gens aujourd'hui appellent la place de la dignité, parce que c'est plus qu'un problème au Chili, c'est aujourd'hui plus qu'un problème d'ordre économique, c'est un problème aussi de participation, un problème de reconnaissance des gens, parce que ce pays est gouverné par une caste, par une élite, qui est celle qui a perpétré le coup d'État en 1973, qui a bâti une constitution sous la violence, la constitution actuelle, qui a été rafistolée, qui a été amendée, mais qui globalement est une constitution d'exclusion et une constitution qui a enlevé à l'État beaucoup de choses, l'éducation, la santé, la prévision sociale, etc. Donc, pour résumer, je vous dis, il y a une situation où les jeunes et les secteurs les plus pauvres ont cessé de croire, ont cessé d'obéir, ont cessé, mais en même temps, ils n'ont pas la force d'aller au-delà. Et le gouvernement n'a pas la force d'imposer de la discipline et de l'ordre malgré la violence employée quotidiennement. En effet, depuis la fin de la dictature de Pinochet, le pays est régi par un système d'ultralibéralisme économique qui a laissé tous les services de l'État, comme les transports, la santé ou l'éducation, aux mains du secteur privé. Les habitants doivent assumer eux-mêmes leurs frais de santé, d'éducation, mais doivent également économiser pour leur retraite. Ce système accroît donc fortement les inégalités et les Chiliens sont surendettés, ce qui pousse les populations dans les rues. Étant donné que c'est très spontané, donc tu es tout organisé, est-ce que vous pensez qu'il va finir par s'essouffler assez rapidement, qu'il va quand même réussir à durer? Une question très pertinente, parce que c'est une question que m'interroge tous.
mouvement, qui est un mouvement social qui a 250 organisations autour de manifestations, non? Mais sans un leader reconnu ou sans organisation particulière, sauf les réseaux sociaux. Et effectivement, le risque, c'est que ce mouvement se souffle ou qu'il soit, maté dans le son. Voilà, ça c'est un risque. L'espoir, c'est qu'il soit si important que le gouvernement soit le gouvernement qui a 6% de popularité aujourd'hui. 6%. C'est vraiment... Il ne représente plus personne. Ouais. Bon, que ce gouvernement, soit un peu sensé, soit capable de présenter des vraies solutions. Je ne crois pas, je crois que par nature, il est impossible que ce gouvernement, vu sa naissance, son origine, son caractère des classes dominantes, puisse faire quoi que ce soit qui calme la situation. Face à ces révoltes, le président actuel, Sébastien Piñera, a décidé de répondre à ces manifestations par la force en envoyant l'armée dans les rues. La répression est extrêmement violente. On compte plus de 4000 arrestations, des centaines de blessés et une vingtaine de morts depuis le début du mouvement. Fin novembre 2020, on comptait par exemple environ 2500 blessés parmi les manifestants et environ 2000 parmi les carabineros. Les bavures policières se multiplient. Arrestations arbitraires, agressions sexuelles, voire tortures, qui sont dénoncées par les organisations luttant pour le respect des droits de l'homme sur place, dont Amnesty International. Les violences policières et militaires s'intensifient. Tirs du gaz poivre, tirs de balles de plomb, blessures aux yeux, coups de matraque. Malgré tout cela, les manifestations continuent avec une intensité croissante, se répandant dans tout le pays. Finalement, après une journée de grève le 12 novembre, de particulièrement grande ampleur, le nouveau ministre de l'Intérieur a négocié qu'en avril, c'est-à-dire en ce moment, se tiendrait un référendum national pour décider si le pays doit avoir une nouvelle constitution et, si oui, qui devrait l'écrire. Ok, et donc justement, vous parlez aussi de changer la constitution. On sait qu'il va y avoir donc un vote qui va avoir lieu en avril à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait justement découler un nouveau modèle politique qui préserve l'économie de marché, qui donne peut-être plus de poids aussi à l'État et également qui pourrait créer un État-providence un peu sur le style européen justement pour calmer les manifestations? Écoutez, rétablir, parce qu'au Chili, l'État-providence existait. Il y avait une caisse de prévision de tous les employés particuliers, donc de tout le privé. Il y avait une caisse de prévision de tous les fonctionnaires. Et il y avait un rôle fondamental de l'État en matière d'éducation. Il y avait un rôle fondamental de l'État en matière de santé, de sécurité sociale. Tout ça a été balayé par la violence du coup d'État militaire qui a changé complètement l'histoire du Chili et qui a balayé 50 ans de progrès sociaux, 50 ans d'État-providence, comme vous dites. Alors, à la place, il y a les AFUP, les fonds de pension, entre les mains des entreprises et des actionnaires privés chiliens et étrangers, et c'est une manne extraordinaire. Je ne pense pas que les grandes fortunes du Chili qui dominent justement les fonds de pension, ou que les intérêts étrangers qui ont des fonds de pension au Chili, qui dominent des fonds de pension soient disposés comme ça, du jour au lendemain, parce qu'ils ont pris conscience des problèmes, à laisser la place à l'État. Non, c'est un silence qui ne vont pas comme ça des gaietés de cœur. Non. Donc, ou bien le mouvement est tel qu'ils sont obligés de reculer complètement en abandonnant des choses qui sont une mine d'or pour eux, ou bien l'État actuellement
qui va être géré par l'État. Les fonds de pension sont déjà en train de crier au scandale parce que c'est 3% qui va leur être enlevé. Donc l'État-providence, j'aimerais bien. Le futur du pays est très incertain. Ainsi, il est légitime de se demander si du vote d'avril pourrait découler un nouveau modèle politique qui préserverait l'économie de marché tout en créant un État-providence de style européen.